Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Sébastien Rupin, je suis responsable du delivery, du développement et de l'intégration au sein de Solocal Page Jaune. Donc on va beaucoup vous parler aujourd'hui de l'automatisation d'infrastructures. Moi je vais plutôt vous parler aujourd'hui de l'automatisation de la qualification des développements et de leur mise en production. Je vais parler de Page Jaune, mais je pense que tout le monde connaît au moins le site qui permet donc de rechercher des professionnels, de prendre des rendez-vous chez des médecins, chez des professionnels de santé, des professionnels de la beauté et demain des professionnels autour des garages. Donc je vais faire un bref retour historique. Le site de Page Jaune en 2014, c'est ça. C'est-à-dire que l'intégralité de nos développements, ce sont des composants. Ces composants, ils sont partagés à peu près partout. Et donc, dès qu'on fait une modification quelque part, on a un joli effet feu d'artifice. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise absolument pas quel va être l'impact de la modification qu'on vient de faire. On a de l'intégration continue, mais l'intégration continue, à ce moment-là, elle nous permet juste d'avoir un petit carré rouge ou un petit carré vert. Et quand le carré passe à rouge, on est incapable de savoir d'où ça vient, parce que ça peut venir de plein de composants à droite et à gauche. Et donc, la seule chose qu'on sait faire avec un portail comme ça, c'est une énorme version. On ne sait pas le faire beaucoup plus rapidement que toutes les 6 semaines, puisqu'il nous faut à peu près une grosse semaine pour passer des environnements de dev aux environnements de recettes. Et ensuite, on a plein de bugs, puisque l'intégration continue, comme je le disais, était rouge déjà depuis 15 jours, mais personne ne l'avait regardé parce qu'en fait, ce n'était pas bloquant pour les développements. Donc 3 semaines de mise au point. Et puis, un autre problème aussi des grosses versions, c'est que vous commencez par faire d'abord un comité d'arbitrage pour dire ce que vous allez mettre dedans. Donc tout le monde vient avec sa petite phrase qui décrit un projet dont on pense qu'il est entre 1 semaine et 3 semaines ou 4 semaines de développement. Et donc, on fait un deuxième comité d'arbitrage à la fin, parce qu'on n'a pas réussi à mettre ce qu'on voulait mettre dedans. Et donc, on se pose des questions. Est-ce qu'on attend 1 semaine supplémentaire encore pour finaliser? Ou alors, est-ce que ça passe dans la version suivante? Voilà, beaucoup de problématiques autour de ces versions. Et puis, comme on ne le fait pas souvent, puisqu'on le fait toutes les 6 semaines, eh bien, une mise en prod, c'est ça. C'est-à-dire qu'on mobilise plusieurs dizaines de personnes, enfin une dizaine de personnes, on va dire déjà, et ces personnes, elles se congratulent grandement une fois qu'elles ont réussi à mettre en production après 2 ou 3 jours d'effort. Et donc, fort de ces différents constats, on s'est dit, ça ne va pas être possible d'accélérer, parce que c'était une demande forte de notre marketing. C'est vrai que dans un environnement aussi concurrentiel que le web, on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir du mûrissement pendant X temps, puis une phase de développement pendant X temps, phase de qualification. Bref, entre l'idée et la mise en production, on avait un délai qui était beaucoup, beaucoup trop long. Donc on a dit on ne va pas y arriver avec ce qu'on a aujourd'hui, donc début 2015, on décide de travailler principalement sur 4 grands axes qui sont donc ici, avec un premier axe qui est la modularité, essayer de découper notre portail. Ensuite, évidemment, il va falloir avoir des tests automatiques, parce que si on est obligé de recetter, si on veut mettre en production toutes les semaines et qu'il nous faut 1 semaine pour recetter, ça ne va pas marcher. Il nous faut aussi quelque chose qui va nous permettre d'exécuter ça de manière totalement automatique, donc c'est notre fameuse chaîne CD. Et puis, évidemment, l'automatisation des MEP aussi, ça va nous aider à aller plus vite. Alors, en termes de modularité, on a refait complètement notre site, donc ça nous a pris un petit peu de temps, mais on l'a refait vraiment en architecture microservice. En définissant un certain nombre de règles que vous avez ici avec tous les petits sens interdits. Ces règles n'ont d'autre but que d'empêcher tout ce qui pourrait être cyclique. À partir du moment où on a des cycles, des choses qui dépendent les unes des autres, forcément, à un moment, on va se retrouver coincé en termes d'automatisme. Donc, voilà, on a un certain nombre de règles comme ça. On a des règles aussi
On a une seule source, une API au-dessus d'une seule source de données. Là aussi, c'est pareil, c'est pour éviter d'avoir des impacts à droite et de gauche. Notre première expérience d'intégration continue nous a beaucoup aidé à justement à se dire, bon, qu'est-ce qu'on va pas refaire comme bêtise. Voilà, donc ce qui est important, c'est que donc, chaque module est livrable indépendamment. Donc là, quand on fait une modification dans, par exemple, l'OGR, eh bien, c'est l'OGR qui est modifié, qui doit être reseté, et on n'a pas besoin de regarder s'il n'y a pas un impact sur la géo. Voilà. Ensuite, un grand fondement, c'est une fonctionnalité qui est committée. Elle est committée obligatoirement avec ses tests. Ce n'est pas une variable d'ajustement, ce n'est pas quelque chose qu'on se dit, bah, si jamais on a du temps, on reviendra dessus, on fera des tests. Nous, une fonctionnalité, elle est développée et elle est considérée comme terminée à partir du moment où elle est testée et qu'elle est donc testée et validée par la chaîne. On parlait juste 2 secondes de techno. Nos API sont en REST et en Java pour la plupart, et les fronts sont en PHP. Donc je le disais, il nous fallait aussi beaucoup travailler sur l'automatisation des tests. Donc aujourd'hui, on a un taux d'automatisation des tests qui est aux alentours de 95%, avec des tests boîte blanche, des tests boîte noire, différents niveaux. Il y a des tests unitaires, des tests d'intégration, et puis après des tests plus fonctionnels qui vont être faits donc pour les API REST avec REST Assured, et puis pour les fronts, on va utiliser Selenium. Donc vraiment beaucoup de tests qui sont entièrement pilotés par la chaîne que je vais vous présenter à partir de maintenant. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que notre chaîne de Continuous Delivery? Eh bien, notre chaîne de Continuous Delivery, c'est environ 150 modules. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on développe passe par cette chaîne. Le tableau de bord qui nous permet de suivre les différents modules et leur passage dans la chaîne, ce tableau de bord passe aussi dans notre chaîne de Continuous Delivery. Donc ces 150 modules, en fait, dès qu'un développeur commit du code sur l'un de ces modules-là, ça déclenche automatiquement un workflow piloté par Jenkins. Et ce workflow, eh bien, il commence d'abord par une première étape qui est une étape de build, une étape de qualification du code. Voilà, on a des outils de type Sonar sur ces outils-là. Ensuite, on a un deuxième niveau où là, on commence à faire quelques tests plus d'intégration. Quand on a une base de données, on va faire des tests de connexion à cette base de données, des tests de première requête pour valider que tout fonctionne bien. Et ensuite, on va faire des tests, donc ça c'est le troisième rectangle, on va faire des tests d'intégration de l'API ou du module avec ces éléments en dessous. C'est-à-dire que quand on a un orchestrateur qui a besoin d'utiliser plusieurs API du niveau d'en dessous de ce que je présentais tout à l'heure, eh bien, on va commencer à lancer des tests qui valident qu'on arrive toujours à bien communiquer et que mon évolution que je viens de faire sur mon API, eh bien, elle ne casse pas ou elle est toujours bien capable de dialoguer avec ce qui est en dessous. Les différents pourcentages que vous voyez là sont en fait les pourcentages de succès des tests qui sont exécutés. Quand on fait des tests unitaires, eh bien 100% des tests unitaires doivent être passants pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, puisqu'en fait, la chaîne va automatiquement rejeter les modules qui ne respectent pas ces différents niveaux de tests. Sur le troisième, comme on fait des tests d'intégration un petit peu plus poussés, on a mis une notion de criticité sur les tests, à savoir que on doit avoir 100% de nos tests critiques qui sont passants. On ne peut pas se permettre d'envoyer le site pageone.fr en production si, quand vous cliquez sur « Chercher », il ne se passe rien. Donc ça, c'est un des éléments de criticité, quelque chose de critique qui ne doit pas passer. Ensuite, on s'autorise à avoir quand même quelques tests majeurs
non passants, donc c'est les fameux 90%. Et puis on a des tests mineurs sur lesquels on s'autorise un petit peu plus de latitude. L'objectif, il est de ne pas complètement, on aurait pu tout mettre à 100%. Voilà, on ne veut pas scléroser le truc et absolument empêcher que tous les développements soient à 100%. On s'autorise à avoir des bugs en production, mais l'avantage de la chaîne de continuous delivery et de l'augmentation de la fréquentation des MEP, ben, ça nous permet de corriger aussi beaucoup plus rapidement. Donc ensuite, donc là, on a validé que notre module, il réagit bien avec l'ensemble des choses en dessous. Maintenant, ce qu'on veut vérifier, c'est que notre module, il s'intègre bien avec l'écosystème qui est déjà en production. Donc pour faire ça, on a mis en place une FIFO, c'est-à-dire qu'on va ajouter uniquement un module à la fois. Ça, c'est pour éviter l'effet de l'intégration vient de passer au rouge et on ne sait absolument pas pourquoi. Là, en ajoutant simplement un seul module à l'écosystème qui était déjà certifié comme fonctionnant ensemble, eh bien, là, on est sûr que si ça ne marche plus, eh bien, c'est forcément à cause de ce module-là. Et donc, la chaîne va le retirer. Et comment est-ce qu'on va qualifier ça? C'est qu'en fait, on va déployer, on va sortir donc de cette FIFO le module, on va l'installer sur l'une de nos deux plateformes de haute disponibilité. Je vais expliquer ce que c'est que tout à l'heure. L'une de ces deux plateformes de haute disponibilité, on va lancer la batterie de test et si c'est OK, on l'installe sur définitivement sur cette plateforme de HD1 et aussi cette plateforme de HD2. Alors pourquoi deux plateformes? Ça, c'est pour éviter, pour corriger ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intégration continue était rouge et tout le monde continuait de développer puisque c'était bloquant pour personne. Là, c'est plus du tout le cas puisqu'en fait, l'intégralité des personnes de page jaune vient et consulte cette plateforme-là. Quand je dis l'intégralité, c'est évidemment tous les devs qui sont en train de développer sur une API. S'ils ont besoin d'une autre API, elle est disponible sur l'une de ces deux plateformes-là. Et si la maîtrise d'ouvrage, si les PO, tous les gens qui veulent savoir où en sont les développements, eh bien, ils viennent voir eux aussi sur cette plateforme-là. Ça, c'est vraiment indispensable selon moi pour que ça marche bien. C'est qu'il faut que tout le monde soit focalisé et s'assure que cette plateforme, elle fonctionne. Ensuite, on a eu d'autres types de problématiques lors de notre version précédente. C'était la notion de données. Donc on a itéré plusieurs fois. Les données, on a d'abord commencé par faire des mocks. Bon, ça c'est très bien. Les mocks, ça marche bien, mais en général, quand on essaie de mettre en production, ça ne marche plus. Donc ensuite, on s'est dit on va faire une photo de nos données de production. Donc ça, c'était déjà mieux. Sauf que le back-office évolue en parallèle des développements front. Et quand on essayait de les remettre ensemble au moment de la phase de qualification, ça marchait pas parce qu'il y a pu y avoir des évolutions non compatibles. Donc on s'est dit, dans le cadre de la chaîne de continuous delivery, on va répliquer nos données de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un professionnel qui est modifié sur la production, il est instantanément modifié également sur nos plateformes HD1, HD2, là, de nos plateformes de continuous delivery. Alors ça a un impact, ça veut dire que nos données, elles bougent, et que si vous basez vos tests sur des données qui bougent, forcément, vous aviez un professionnel qui avait telle caractéristique, il évolue, il n'a plus ces caractéristiques-là. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résolu ce problème-là en faisant des tests dynamiques. Donc plutôt que de dire « fais-moi le test avec le professionnel truc de la ville machin », eh bien, on a dit « donne-moi un professionnel qui a telle caractéristique ». Ça, c'est Elasticsearch qui le fait. Et on récupère ces données-là et on peut exécuter notre test. Aujourd'hui, 80% de nos tests sont dynamiques comme ça, et donc on n'a jamais de maintenance à faire dessus. L'autre point, c'est la réplication de trafic. On faisait des tests relativement classiques avec JMeter. Ces tests étaient très bien, mais on poussait, par exemple, certaines API à 700 requêtes par minute, alors que la production, c'est pas ça. Ça peut être beaucoup moins, ou ça peut être parfois plus, mais en général, on poussait souvent plus.
Et donc, ce n'était pas très représentatif. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait répliquer notre trafic. Donc, aujourd'hui, comme la plateforme HD1, elle est à peu près bâtie comme 10% de la production, eh bien, on envoie 10% de notre trafic sur cette plateforme-là. Et donc, ça la stresse en permanence. Et donc, comme ça, on peut avoir un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent des dégradations de performance, des vieillissements qui ne se passent pas bien. Et donc, ça nous permet d'interagir avant même d'avoir la mise en production. Donc ça, c'est le process qui se passe en continu toute la journée. Voilà, chaque développeur fait son commit, ça passe toute la chaîne et c'est déployé sur HD1, HD2. Une fois par jour, de manière automatique, le matin, il y a une nouvelle plateforme qui est développée, qui est déployée, pardon. C'est l'état des développements de la veille. Et ça, on la déploie pour pouvoir faire des tests manuels, parce que malgré tout, on a quand même quelques tests qu'on n'a pas réussi à automatiser. C'est plutôt des tests graphiques, mais ça peut être aussi des tests de parcours qui étaient un peu compliqués à automatiser. Et donc ces tests-là, donc on les fait et ça dure à peu près un quart d'heure par jour et ça permet à notre équipe de delivery de dire les devs hier, ils ont été qualifiés par la chaîne, ils étaient bons et moi avec mon quart d'heure de recettes manuelles, eh bien je suis OK pour ce time. Et donc une fois par semaine, eh bien on met en production. Donc la production, je vais accélérer un petit peu parce que je suis en retard. Donc la production, c'est on déploie sur un ensemble de serveurs, on valide que ça marche bien. Si ça marche bien, on déploie sur les autres serveurs cette nouvelle version. Et ça, on fait ça une fois par semaine, sachant qu'on a accéléré le rythme cette année puisqu'on est passé à 3 fois par semaine. On en a profité pour implémenter également le feature flipping. Voilà, donc comme en fait on ne fait pas de branche de développement, tout le monde commit sur la branche principale et donc on a mis en place du feature flipping qui nous permet d'envoyer en continu du code qui n'est pas terminé ni finalisé. On a également mis en place le circuit breaking qui nous permet en cas de défaillance d'un partenaire, avant, jusqu'à présent, on avait un engorgement qui pouvait avoir lieu. Là, si le circuit breaker détecte qu'on a un partenaire qui ralentit, on coupe le service. Donc on peut plus, on a une fonctionnalité qui disparaît, mais le service ne tombe pas. Évidemment, on fait ça en environnement DevOps. En termes d'outils déploiement, donc, on utilise donc OpenStack pour générer à chaque fois qu'on a une nouvelle API avec un nouveau commit, on récupère une VM qu'on déploie avec XLDeploy quand c'est de l'applicatif ou avec Ansible quand c'est du middleware. Donc on le fait sur cette première étape. Sur cette étape de haut niveau, on le fait également, on utilise cet ensemble, ce triptyque pour le déploiement automatique tous les matins de la plateforme de la veille. Et puis évidemment, en production, on utilise aussi la même chose. Je passe très rapidement sur ces chiffres, vous les aurez dans la presse que vous pourrez récupérer. Juste en termes de qualité, on nous avait demandé d'être assez bon sur la qualité. Et aujourd'hui, on a en moyenne un bug tous les 5 tags, un bug bloquant ou majeur, tous les 5 tags. Donc je considère qu'on a assez bien réussi notre objectif de bien qualifier notre code de manière automatique. Le tableau de bord qui nous permet de suivre, donc vous voyez, on retrouve exactement ce que je vous ai présenté de manière théorique. Alors ensuite, on s'est dit, il va falloir, si on sait qualifier facilement, il va falloir qu'on ne passe pas de 2 ou 3 jours à mettre en production. Donc on a décidé de mettre en place un outil. Alors comme nous on aime bien nos outils, on a beaucoup d'outils. Pour une MEP, c'est beaucoup d'outils. Donc une MEP interagit avec tous ces outils-là. Et comme on aime bien développer nos propres solutions, eh bien on a créé notre propre outil qui s'appelle Automatix. Et en fait cet outil-là, il va piloter l'ensemble de nos éléments. Alors en fait c'est quoi? C'est simplement un moteur de MEP automatique. Donc on fait un certain nombre de scripts
qui nous permettent de dire tu commences par sortir telle plaque, puis tu installes le tag en utilisant Excel Deploy, puis ensuite tu vas créer la Jira de traçabilité de cette MEP. Voilà, tous ces éléments sont appelés par les scripts. Et pour demain, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'objectif majeur de cette année, c'est qu'on passe dans le cloud. Donc là, on a automatisé tout ce qui est développement. Maintenant, on va automatiser tout ce qui est infrastructure. Et donc, on va utiliser le continuous deployment aussi, puisqu'on va abandonner la notion de tag par semaine, mais on va essayer de mettre en production. À chaque fois qu'un module sort de la chaîne, eh bien, on va mettre en production 2 heures après ce module. Une question super bête de Béotien, c'est quoi un tag? Un tag, c'est en fait un ensemble de... En fait, on prend les développements, on constitue un ensemble de versions des différentes API, et on considère que c'est ça, cet ensemble-là, et on met une étiquette dessus, en fait. D'où le mot tag. Et voilà. Bien, merci pour cette information, et on va passer aux interventions. Non, pas de questions, vous avez pris vos 20 minutes. C'était 20 minutes? C'était 20 minutes. Ah ben, les 20 minutes sont écoulées. Les questions pendant la pause.